Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire où on va parler aujourd'hui de référentiel de données dans le domaine RH. On a organisé ce webinaire avec Datamajor, qui est spécialisé en fait notamment sur ce type de problématique. Donc, qui sont les intervenants que vous avez en fait ce matin? Je suis Julien Pelletier, donc moi je suis responsable d'équipe Customer Success pour la France chez Semarchi. L'équipe Customer Success qui est en charge de toutes les activités techniques finalement autour de la solution, que ce soit la partie avant-vente ou également l'après-vente avec le consulting, la formation et le support technique. Et je vais laisser mes amis de Datamajor se présenter. Cyril, je te donne la parole. Merci Julien, bonjour à tous. Cyril Carpentier, directeur de projet chez Datamajor. Je suis en charge de projets autour de référentiels, de données, de master data management et de plateforme data. Bonjour à tous, donc moi je suis Renaud Laluc, moi je suis en charge des offres data management chez Datamajor avec un focus fort en fait sur les sujets data hub et j'ai une longue et belle expérience avec Semarchi. En termes d'agenda en fait pour notre journée en fait on vous propose, enfin pour ce webinaire pardon, on vous propose déjà un premier focus sur pourquoi et comment on peut mettre en place un référentiel RH. Au travers notamment aussi du parcours collaborateur. On verra un focus aussi sur quelques use cases qui sont issus de nos différents règles chez différents clients. Je vous ferai une démonstration rapide de Semarchi dans ce contexte RH sur quelques données en fait qu'on a modélisées pour l'occasion. On vous montrera également un add-on, un petit add-on qu'on package à côté de Semarchi, nous, Datamajor, qui permet de manipuler, de visualiser finalement l'information de façon un petit peu différente. Puis après, effectivement, on se propose un petit jeu de questions-réponses qui sera animé par Julien. Allez Cyril, je te laisse l'honneur de présenter Datamajor. Alors Datamajor est une société qui a été créée en août 2019, une ESN, autour de deux axes qui sont pour nous complémentaires, le pilotage et l'expertise. Le pilotage, un projet réussi est en général un projet avec un bon pilote et cette expertise nous permet effectivement de venir sur du conseil, puisque nos consultants, qu'ils soient seniors ou experts, sont spécialisés dans leur domaine, et ce qui fait qu'on peut réaliser des missions de conseil opérationnel auprès de nos clients. Et la partie expertise et solutions couvre l'ensemble du cycle de vie de la donnée, que ce soit de la partie collection à la partie, je dirais, valorisation, publication, usage par de la data science, de la data vise, etc. Donc transformation de données. Et comme on peut l'imaginer, la brique data management, que ce soit du data hub ou du référentiel, est au cœur de ce cycle de vie de la donnée, qui fait qu'on a une architecture performante quand on implémente ce genre de solution, et c'est notre conviction forte. Juste quelques mots, on a 30 clients qui nous ont fait confiance sur la première année de notre vie et une dizaine de clients autour des problématiques de data management. Okay, merci Cyril. Julien, je te laisse dire quelques mots sur Semarchi, s'il te plaît. Donc Semarchi, on est un éditeur d'origine française. On a été créé il y a une dizaine d'années. Maintenant, spécialiste du MDM initialement et de l'Intelligent Data Hub aujourd'hui, qui est la vision du MDM en fait augmenté, de tout ce qu'on peut ramener en fait autour du MDM. On est présent aujourd'hui sur près de 150 clients à l'international avec des implantations principalement en France, en UK et aux États-Unis. On est reconnu en fait par le Gartner. On est rentré dans le Magic Quadrant il y a 3 ans et cette année on est dans le carré des leaders dans ce Magic Quadrant avec quelques confrères. Et on est également reconnu par le Forrester comme étant l'un des éditeurs les plus visionnaires au niveau de la vision qu'on porte justement autour du data management. Pour la petite histoire, en fait, la société Semarchi est une société d'experts puisque aussi bien au niveau des équipes R&D qu'au niveau des équipes consulting, nous n'avons que des profils très expérimentés dans le monde de la data, que ce soit avec de l'expérience projet ou une expérience au niveau de la R&D sur le développement d'autres solutions autour de la data avant de venir sur le domaine du data. Messieurs de Datamajor, je vous rends la main pour la suite. Merci Julien. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par se poser la question du pourquoi. Pourquoi un référentiel RH? Nous, on constate, en termes de constat, c'est important, on constate, je dirais, depuis quelques années, je dirais, ça fait 5-6 ans, en fait, qu'on a de plus en plus de besoins autour de ces notions d'analyse du collaborateur, de mise en place de référentiels groupes sur ces notions de collaborateurs RH. Et ça, voilà, pour divers besoins. Et souvent, quand même, effectivement, on retrouve des besoins relativement communs, finalement, sur tous ces clients, avec un besoin de complétude d'information. On va pouvoir aller chercher de l'information dans différents systèmes. On a un vrai besoin aussi de partager l'information au sein du système d'information, parce qu'aujourd'hui, le collaborateur, il va être présent dans beaucoup de process métiers qui gravitent finalement autour du système d'information. Et donc, du coup, voilà, on a tous ces besoins-là et on va
avoir besoin d'y répondre de façon simple, rapide, pour pouvoir l'utiliser. Donc, on voit effectivement qu'il y a tous ces nombreux usages-là qui sont bien légitimes, qui ne sont pas forcément couverts par des solutions de type SIRH. On n'est pas du tout sur les mêmes usages. Et donc, du coup, in fine, ce type de référentiel, ça va devenir, par la force des choses, un petit peu aussi une pierre un petit peu angulaire du système d'information qui va, in fine, être utilisé de plus en plus fréquemment. Et souvent, quand on parle de master data sur d'autres typologies de données, on parle beaucoup de données fondamentales, données transverses. Quand on parle de clients de produits, c'est souvent en fait les terminologies qu'on utilise. Le collaborateur, ça devient également, je trouve, une donnée qui a cette notion de fondamentale et de transverse et que finalement on voit qui se diffuse dans tout le SI. Donc là, on a mis quelques-unes de ces valeurs qui nous semblent vraiment importantes. Donc, je parlais de partage à l'instant. Effectivement, oui, c'est bien ça l'idée. C'est vraiment de partager l'information en s'appuyant sur des solutions qui sont faites aussi pour ça. Être capable de visualiser l'historisation, la traçabilité, expliquer finalement d'où vient mon information, pourquoi elle est arrivée ici. Évidemment, on va avoir toutes les problématiques de complétude et de qualité d'information. Ça, la qualité, on sait bien que c'est important et que c'est vraiment aussi un point fort en fait qu'on peut attendre de ce type de référentiel. Puis après, voilà, on va retrouver évidemment les choses de sécurisation, tout ce qui est réglementation RGPD, etc. Et cette notion également de vision 360 en se disant, moi, par exemple, dans un SIRH, j'ai une vision collaborateur, j'allais dire presque uniquement. En revanche, dans un référentiel, je vais pouvoir venir agréger d'autres typologies de données et finalement être capable d'avoir un spectre finalement qui coupe de façon assez large mon référentiel. Donc voilà, donc c'est quand même des possibilités aujourd'hui qui sont posées par ces solutions-là. Après, je parlais de pierre angulaire à l'instant là, en termes de positionnement, on voit rapidement que finalement cette typologie de référentiel va devenir un point central. Souvent, quand on parle de master data management, on parle toujours de point de vérité unique, là où se trouve l'information de meilleure qualité, etc. Mais c'est vrai, en fait, ça fait longtemps qu'on utilise ces terminologies-là. En tout cas, c'est vraiment ça. Il est bien au centre des échanges. Et par exemple, ici, sur le référentiel collaborateur qui est positionné ici, on voit qu'il est finalement au centre des échanges avec les Active Directory, avec par exemple le SIRH, le SIRH ici qui est seul, mais on peut imaginer aussi plusieurs SIRH qui seraient là pour venir partager l'information. On voit évidemment, et ça, on reverra tout à l'heure dans les démonstrations, mais sur les parties annuaires, intranet, organigramme, c'est aussi une information qu'on va pouvoir utiliser dans ce sens-là. Un point aussi qui est important, que j'ai oublié de souligner précédemment, c'est qu'aujourd'hui, le référentiel collaborateur, il est adossé toujours à une notion de structure organisationnelle. D'accord ? Là, on va parler vraiment de l'organisation de la société, des axes, par exemple, sur la notion de division, sur la notion de site géographique, sur la notion de business unit. Bref, il y a toute une liste en fait qui permet effectivement de classifier des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est effectivement très compliqué de faire l'un sans l'autre. Et même souvent, moi, j'ai fait des référentiels là où finalement cette notion de structure groupe existait déjà. Et donc, vous pouvez venir plugger relativement facilement la partie collaborateur. Quand c'est pas le cas, généralement, on fait les deux en même temps, puisque effectivement, c'est compliqué finalement d'identifier un collaborateur sans l'associer à un axe organisationnel au sein de l'entreprise. Et ça, voilà, donc c'est ce qu'on représente un petit peu sur le côté. Je parlais de beaucoup de partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a bien cette notion de data hub. Pendant longtemps, on a parlé de master data management, etc. Maintenant, on a changé un petit peu de terminologie, mais on a changé aussi un petit peu d'usage en se disant, voilà, j'ai une plateforme et ici, c'est côté SMArchi, effectivement, c'est intéressant parce qu'on est vraiment bien dans cette logique et dynamique-là en se disant, voilà, j'ai des référentiels qui sont positionnés ici, mon collaborateur et ici ma structure organisationnelle, et puis j'ai tout un ensemble d'éléments qui vont me permettre de faire en sorte que mon application elle soit capable de discuter, entre guillemets, dans un sens ou dans l'autre avec tout ce qui compose mon ici, en fait. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. En fait, c'est être capable de fédérer de l'information, être capable de la partager, de la diffuser, et sans, alors là, on a marqué sans intrusion dans le système, c'est quand même un point important parce qu'effectivement, il faut toujours se dire, voilà, j'ai un référentiel et il ne vient pas marcher sur les plates-bandes finalement de mes applications déjà existantes. Et donc ça, voilà, c'est vraiment le constat aujourd'hui. Et voilà, si on peut retenir des choses, je pense, c'est vraiment cette notion de partage et de diffusion, et c'est également cette notion de qualité de données qui est vraiment centrale. Donc ça, après, on peut le voir au niveau de la partie parcours. Et là, Cyril, je te laisse la main. Alors, si on regarde effectivement, merci Renaud pour la transition, si on regarde effectivement le parcours du collaborateur, pour nous, c'est l'angle d'attaque, je vais dire comme ça, quand on met en place un référentiel collaborateur, c'est vraiment l'angle d'attaque. L'angle d'attaque, pourquoi ? Parce que
le but d'un référentiel, c'est ce qu'on a dit, c'est quand même d'optimiser, de fluidifier, on a parlé des échanges, mais pas que, et de permettre de comprendre tout ce qui se passe autour d'un collaborateur. Et la meilleure solution, c'est de regarder ce parcours collaborateur, du départ jusqu'à la fin, plutôt du démarrage jusqu'à la fin. Le démarrage, ça peut démarrer effectivement à l'arrivée du collaborateur, mais en général, ça commence en amont. Est-ce qu'on intègre des candidats? Est-ce qu'on intègre voilà, des choses, des CV, des entretiens, etc. On peut démarrer bien avant l'arrivée du collaborateur, et ensuite on a bien sûr tout au long de sa vie du collaborateur des événements qui vont venir générer de la donnée. On se posera la question de savoir si cette donnée est intéressante dans le cadre du référentiel ou pas, mais au moins on va démarrer toute cette vie et comprendre les événements. Donc si on regarde un petit peu ce parcours collaborateur, on se rend compte que grâce au référentiel RH, on va pouvoir l'optimiser. L'optimiser, c'est-à-dire qu'au moment où on va avoir besoin de la donnée, on va être capable de s'assurer qu'on a diffusé la donnée, qu'on a diffusé la bonne donnée aux systèmes qui en auront besoin à ce moment-là et que cette donnée est complète. Et ça, c'est l'importance du référentiel RH, c'est de garantir l'intégrité des données et donc d'augmenter la confiance dans la donnée qui est saisie ou diffusée dans les systèmes. Si vous avez de la donnée répliquée à 3 endroits, parce que vous avez 3 systèmes indépendants, vous devez saisir le nom, le prénom du collaborateur, et bien des fois, on se dit, ah tiens, est-ce qu'il n'y a pas une typo ou quoi que ce soit. Grâce au système que l'on met en place sur un référentiel RH, on arrive effectivement à garantir que cette donnée est la bonne et celle, entre guillemets, que l'on a définie comme étant celle de référence dans l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie optimisation, puisque du coup, on limite les actions manuelles de recherche, de diffusion de l'information. On fluidifie parce qu'on anticipe la qualité de l'info, on anticipe l'envoi de l'information, on a la bonne info au bon moment, et on n'a pas de dépendance du coup avec d'autres acteurs pour aller rechercher l'information, puisqu'elle est présente au moment où on en a besoin. Et grâce aux fonctionnalités, en l'occurrence de Semarchi, on a accès à tout ce qui est traçabilité, donc on a l'historisation de toutes les données qui ont été générées, qui ont été intégrées au niveau du collaborateur, et on est capable de comprendre ce parcours du collaborateur et avoir une vue à 360 degrés du collaborateur aujourd'hui ou comme c'était il y a 3 ans, par exemple. Donc voilà en quoi le parcours collaborateur est effectivement un driver d'optimisation, de fluidification dans le cadre de la mise en place des SIR, des référentiels collaborateurs. Pardon. Merci Cyril. Donc, je poursuis sur la partie. Alors maintenant, on a vu un peu le pourquoi. Maintenant, passons au comment, hein, parce que c'est là que ça peut potentiellement être un petit peu différent. Alors déjà, ce qui est important, c'est d'avoir bien compris que les finalités en termes d'usage étaient bien différentes. Hein. Donc le SIRH, on est bien sur des process opérationnels. Et là, je ne vais pas m'étendre parce que je pense que c'est potentiellement mieux que moi tout ça. La partie référentielle RH, hein, c'est vraiment, voilà, j'ai déjà dit, cette notion de partager l'information de qualité à l'instant T, dans laquelle on est sûr, qui potentiellement a été consolidée de sources différentes. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais souvent, quand on a des problématiques d'acquisition, de fusion, je rachète une entreprise, je me sépare d'une entreprise, quand j'ai mon référentiel RH, ça va me permettre également de simplifier aussi tous ces aspects-là. Donc ça, c'est important. Alors après, en termes du comment, hein, donc là, j'ai un SIRH, pourquoi mettre en place un référentiel RH, hein, c'est vrai. Bon, ben voilà, ça c'est souvent une des questions, je dirais, qui émergent au début de la réflexion en se disant, bah, oui, c'est vrai, on a déjà tout ça, pourquoi finalement on s'embêtait à mettre autre chose. Voilà, on va vraiment être dans ce, il va y avoir tout un ensemble de questionnements en fait qui vont permettre de se dire bon bah par où on commence, hein, et là à l'instant on parlait du parcours collaborateur, bah oui, parce que je pense qu'il n'y a pas de miracle, en fait il faut bien s'appuyer sur des cas d'usage, sur des use cases qui vont nous permettre déjà de faire une première vision de ce référentiel, donc ça c'est important. Et puis effectivement après on va se poser des questions, est-ce que c'est une information qui peut être intéressante, est-ce que par exemple la notion de hiérarchie managériale a du sens, bon, basiquement on peut dire bah oui, est-ce que par exemple je vais pouvoir stocker du matériel, est-ce que je vais stocker la notion de salaire. Alors ça, c'est souvent un point de discussion, en se disant, et surtout en France, hein, en se disant, ah non, non, on va surtout pas stocker le salaire dans le référentiel, hein, c'est de la donnée ultra confidentielle, etc. Puis il y a d'autres qui disent, et là encore, il y a récemment, hein, chez un client, en disant, bah, si, moi j'en ai besoin, parce que derrière, j'ai besoin de ce salaire pour définir des tranches de salaire sur lesquelles je vais me baser pour définir des codes de valorisation, etc. Donc, on voit que les usages sont différents, c'est pour ça que la réponse un peu ici, ça dépend. Bon, c'est un peu facile, mais c'est quand même vraiment ça dépend quand même vraiment des besoins. C'est pour ça que c'est important, hein. Et on se rappelle, hein, on est sur des problématiques, projets de référentiel qui sont là, des projets de métier avant tout.
Donc voilà, donc il va y avoir tout un ensemble de questionnements qui vont nous permettre d'avancer in fine sur tous ces sujets-là. Et par contre, il faut quand même un minimum de démarche, n'est-ce pas, mon cher Cyril? Effectivement, un minimum de démarche, mais en synthèse, il faut rester simple, démarrer vite et pouvoir améliorer le système en continu. C'est la démarche la plus pragmatique possible qu'il faut utiliser pour mettre en place un référentiel. On l'a vu plus d'une fois, je dirais, des projets qui ont essayé d'imaginer l'intégralité des règles dès le départ et au final, on a monté un référentiel et on a démonté au fur et à mesure des règles, on a rencontré des écueils parce qu'en fait, n'ayant pas la donnée disponible vraiment, on ne s'est pas rendu compte des impacts que pouvait avoir la décision sur une règle. Donc, la démarche, c'est rester simple, se poser des questions simples, tout simplement avec la fameuse question qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment, et de définir le terrain de jeu. Donc, en termes de démarche, 3 étapes. 1, on cadre. Quel est notre terrain de jeu? Est-ce qu'on est en train de parler en termes de volume ou de taille d'un terrain de basket, d'un terrain de hand, d'un terrain de foot ou de l'échelle d'une ville, de tout ce qu'on a à mettre dedans? De quoi on parle? Est-ce qu'on adosse au référentiel collaborateur, le référentiel organisationnel, géographique? Voilà. Et de quoi on parle quand on parle de ces choses-là? Vraiment définir le terrain de jeu. Une fois qu'on a ce terrain de jeu et qu'on a défini quelles étaient globalement les données qu'on allait mettre dedans, celles qu'on allait mettre dans le référentiel, mais qu'on allait cacher, parce que ce n'est pas parce qu'une donnée est dans le référentiel qu'on va systématiquement l'afficher ou la diffuser à n'importe qui. Voilà. Une fois qu'on a défini notre terrain de jeu, on va pouvoir rentrer sur une construction itérative sur la base des priorités définies. Donc, on va faire du maquettage, donc des exemples à l'écran, sans forcément faire que ça fonctionne et que ça tourne, mais au moins regarder un petit peu ce que ça peut donner. Ensuite, on va faire des prototypages, on va tester des choses, on va améliorer ces choses en continu et on va travailler sur l'interfaçage entre les systèmes. Une fois qu'on aura ce qu'on appelle le produit minimum viable, le premier embryon qu'on peut utiliser, qu'on peut exploiter, on le mettra tout de suite en production. On ira tout de suite travailler la qualité de la donnée, de ce qu'il y a dedans. Et ensuite, on se focalisera sur une roadmap de mise à jour de ce système en fonction des besoins, en fonction de ce qui apporte le plus de valeur dans l'entreprise et de ce qui enlève le plus d'écueils, parce qu'effectivement, il y a plein d'écueils dans des points d'attention qui posent problème, des moments d'échange. Ben voilà, on va regarder ce qui pose problème et on va regarder ça au fur et à mesure. Voilà notre démarche, notre proposition de démarche pour une mise en place d'un référentiel RH optimum. Pour de tout ce qu'on vient de vous raconter, je vous ai expliqué dès le départ qu'on avait une dizaine de clients qui nous avaient fait confiance sur des usages autour de ce type de référentiel. Alors, il y a eu des besoins parce que le reporting n'était pas forcément à jour, donc on avait besoin d'aller collecter les données, les homogénéiser pour qu'on puisse ensuite les diffuser dans le reporting pour qu'effectivement les reportings qui sortaient suivant plusieurs axes soient bien les mêmes. On a eu des besoins, des demandes autour d'organigrammes, de la capacité à diffuser ces organigrammes dans des intranets ou d'autres systèmes et de pouvoir les embarquer. On a eu besoin sur des annuaires. Bon, voilà, le petite feuille qui s'affiche ici, vous la verrez tout à l'heure, c'est un exemple de ce qu'on pourrait mettre et intégrer dans un annuaire. Et puis, il y a des cas d'usage qui ne sont pas vraiment des cas d'usage métier, mais qui sont vraiment des problématiques de données. Et on a des qualités de données échangées vraiment pas bonnes dans certains cas, et on nous appelle pour dire aidez-nous à mettre en place cette qualité de données, d'augmenter le niveau de qualité qui est échangé pour qu'on puisse garantir cette intégrité des systèmes. Je ne vais pas tous vous les faire, on en a pas mal. Il y a l'arrivée et le départ du collaborateur, les mails, les badges pour qu'ils soient prêts à temps, en heure, en collectant les données de différents systèmes en même temps. Et le dernier que je dirais, c'est le RGPD, puisque qui dit référentiel collaborateur, quand il est bien préparé, permet de vous aider à respecter cet RGPD et puis à avoir une vision à 360 degrés du collaborateur, donc à savoir quelles sont les données qu'on a collectées pour le collaborateur, où est-ce qu'elles sont stockées. Voilà en synthèse les différents usages qu'on a pu rencontrer. Bien sûr, on s'appuie sur les fonctionnalités avancées de Semarchi, parce que vous pouvez avoir tous des dashboards comme vous avez pu en voir sur la KPI, la standardisation, la normalisation des adresses.
Je ne vais pas les lister là, je vais laisser Renaud continuer et on vous en parlera pendant la présentation de ces marchés. Génial, merci Cyril. Alors je vais changer d'écran là vite fait pour voilà, c'est déjà là, pour passer sur ces marchés. Alors ces marchés, bon voilà, hein, mise en place de référentiels, application comme vous pouvez le voir ici web, hein, donc accessible par tout bon petit browser web. Le principe dans ces marchés, c'est de mettre à disposition des utilisateurs des applications, d'accord? Donc des applications sur lesquelles on leur donne des droits d'accès ou pas, et qui peuvent être de nature variée. Là, dans l'exemple, voilà, dans notre référentiel collaborateur, une partie GDPR, et ça, typiquement, voilà, ça fait partie des solutions ainsi qu'on a déjà pré-packagées pour certains clients qui permettent d'optimiser un petit peu le travail autour de ça, de structures orga, des KPI, bref, on peut imaginer toutes sortes d'applications. Quand on rentre dans l'application, voilà comment ça se présente dans ces marchés. Il y a qu'à gauche, finalement, des vues métiers, des actions qu'on va pouvoir mener, et puis l'écran principal sur lequel on va pouvoir visualiser de la data. Alors, par exemple, ici, j'ai une vue sur mes collaborateurs actifs, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une vue tabulaire, une collection un peu à la Excel, hein, dans lequel finalement je vais lister des informations, organiser des informations, des attributs sur mes collaborateurs. Donc tout ça, évidemment, tout ça, c'est entièrement customisable. Je vais pouvoir filtrer, organiser, trier l'ordre de mes colonnes. Bref, j'ai toutes sortes de facilités par rapport à ça. Si on va un petit peu plus loin, par exemple, on peut arriver, c'était l'exemple qu'on voyait à l'instant, on peut arriver sur ce qu'on appelle des fiches, hein, des formulaires en fait sur nos records. Et là, encore une fois, là, c'est pareil. On va pouvoir organiser l'information comme bon nous semble. Donc là déjà, ça dépend de l'usage qu'on veut en faire, hein. Si on veut mettre ça dans les mains d'utilisateurs ou si on veut le diffuser ailleurs, voilà, tout ça, on va pouvoir le customiser ensemble. Et là, je dis ensemble parce que généralement, ça, c'est des écrans. Enfin, moi, en tout cas, je fais souvent comme ça, où on se met à 3-4 dans une salle et puis on définit ensemble comment on sont organisés. Est-ce que je mets ça à droite, la photo à gauche? Enfin, bref, ça reste beaucoup de la forme, mais c'est important quand même. Et ça, c'est intéressant, surtout qu'on fait ça avec des métiers. Et derrière, ces métiers-là, on sait bien hein, que si on veut que le projet il fonctionne bien, il faut qu'il soit inclus dans le projet. Et ça, c'est un bon moyen aussi de les inclure. D'accord? Donc voilà, on parlait typiquement d'enrichissement d'informations tout à l'heure. Là, par exemple, vous voyez, donc là, j'ai des numéros de téléphone un peu fantaisistes, hein, je dirais. Voilà, l'objectif, c'est de standardiser tout ça, de valider, de mettre des checks, toujours dans l'objectif de se dire, voilà, je suis là pour faire de la qualité de données et organiser mes données, et diffuser une information qui soit juste. On parlait de vue 360 à l'instant, là, ou plutôt, voilà, typiquement, là, je vais être capable de dire, voilà, quels sont les collaborateurs attachés à cette LXTQ. Alors ça, c'est une vue plus ou moins hiérarchique. Ici, par exemple, je peux retrouver ce découpage hiérarchique dans lequel je vais pouvoir me balader finalement dans ma hiérarchie, dans lequel je vais pouvoir descendre et in fine ici retrouver LXTQ avec cette vision ici de tous les collaborateurs. Donc là, je suis sur une hiérarchie à plat. Ce qui est intéressant, c'est que je peux revenir directement ici sur ma fiche LXTQ. Donc les marchés, voilà, beaucoup de liberté en fait dans la façon de browser l'information, de la lire et de la consulter. On parlait tout à l'heure de licence, donc hein, c'est ce qu'on a dit, c'est que l'objectif du référentiel, c'est pas forcément d'avoir que des informations purement RH, mais potentiellement aussi d'aller assembler de l'information complémentaire. Donc là, voilà un petit exemple moi j'avais fait ça plusieurs fois pour des clients en se disant, voilà, on veut suivre nos licences parce qu'on a 50 prestataires qui vont quitter les lieux ou qui ont déjà quitté les lieux et pour autant j'ai toujours les licences actives. On peut imaginer plein de cas différents. Ce qui est intéressant aussi, c'est la partie historique, on en a parlé tout à l'heure. Historique, traçabilité, donc là typiquement je vais être capable de visualiser tout ce qui s'est passé sur cette personne, LXTQ, depuis sa date de création ici, et puis après j'ai les dates de mise à jour, qui a fait quoi avec les personnes effectivement qui ont interagi avec la data, qui a fait quoi à quel moment, ou quel système a fait quoi à quel moment avec mon information. Donc ça c'est intéressant. Ces notions d'historique, on a même ici une fonctionnalité qui nous permet finalement de visualiser l'ensemble du référentiel à une date donnée. Qui peut être pertinent sur tout ce qui est nomenclature, etc. Un point également important, et là on est vraiment sur des fonctionnalités plutôt, je dirais, master data, c'est la consolidation d'informations. D'accord. Donc là, je suis sur 4 enregistrements, 4 master data, qui viennent de 4 systèmes différents. Par exemple, là, le premier, il vient d'un LDAP, ok. Le second, une application paye. Après, là, ici, j'ai un SIRH France, un SIRH JP pour Japon. Et potentiellement, voilà, dans ces 4 systèmes, j'ai de l'information qui est différente, en fait, d'accord, des orthographiés différemment, ou potentiellement de l'information absente dans certains systèmes, où là, par exemple, je vois que j'ai des managers qui sont tous différents quasiment selon le système, donc là, on peut quand même aussi se poser des questions. Bref, j'ai tout un ensemble d'informations qui sont existantes dans mon système. Et l'objectif, effectivement, de ce master data, c'est de consolider tous ces enregistrements, aller chercher les petits morceaux à droite à gauche sur chacun de ces enregistrements, en fonction de se dire, peut-être que la date de naissance, elle est plus pertinente dans la paye ou dans
le SIRH, que telle autre information. Et in fine, tout ça, ben, c'est ce qu'on va construire ici dans ce qu'on appelle finalement la Golden Data. Hein. C'est l'information qui est certifiée, dans laquelle on va pouvoir partager dans le reste du système d'information. Alors après, en termes de vision, on peut, j'ai montré tout à l'heure la hiérarchie côté manager, on peut imaginer plein de hiérarchies. On parlait tout à l'heure de structure organisationnelle. Par exemple, ici, voilà, j'ai un découpage par division, président, direction de groupe, tout ce qui est en dessous. Pareil, la direction Europe. Voilà, on va être capable de visualiser l'information. Puis après, quand je me place sur un niveau, je vais pouvoir voir typiquement quels sont les collaborateurs qui sont attachés à ce niveau, etc. Donc là, voilà, ça peut servir également de permettre de croiser l'information et de la visualiser de façon différente. On parlait de dashboard, de KPI aujourd'hui. C'est important de mesurer un référentiel et de suivre comment il évolue. Voilà, donc aujourd'hui, en CMRFI, depuis la V5, en fait, on a cette possibilité de sortir des KPI divers et variés. Alors, on n'est pas sur un outil de BI, hein, clairement pas. Mais par contre, on va être capable déjà de répondre à beaucoup de besoins et surtout d'intégrer également ces KPI-là dans ces marchés. À noter également qu'on est capable aussi d'aller chercher l'information partout, sur tout type de base de données, et venir centraliser ça ici. Donc ça, c'est un vrai intérêt. On parlait de qualité de données. J'ai perdu la main. Hop, il est là. On parlait de qualité de données tout à l'heure. On va pouvoir effectivement sortir des KPI également sur la qualité de nos données. On laisse quand même, vous voyez, c'est quand même un outil qui permet quand même de laisser un minimum de souplesse et d'interactivité à l'utilisateur pour checker et pour faire de la recherche. Par exemple, si je fais juste un tout petit focus, par exemple, sur ces problématiques de données incohérentes, là, typiquement, si je clique là, je vais pouvoir visuellement voir les records sur lesquels j'ai a priori un problématique de date d'embauche et de date de sortie. Donc là, je peux effectivement constater que j'ai des gens qui sont sortis des effectifs et qui n'ont pas de date d'embauche. Et là, typiquement, quand on a un cas comme ça, on va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Est-ce que je la corrige ici? Est-ce que j'appelle mon petit copain des RH pour lui dire, hey, il y a un problème, il faut que tu fasses quelque chose? Et là, encore une fois, à ce niveau-là, je vais pouvoir typiquement aller consulter la fiche de mon collaborateur. Donc là, je vais arriver sur sa fiche. Je vais effectivement constater qu'il n'a pas de date d'embauche. Et à ce moment-là, soit je contacte le responsable, soit si j'ai les droits, je vais pouvoir éditer l'information et donc venir la modifier si j'ai un critère d'urgence, etc. Donc voilà. Et vite, en fait, on retourne dans des problématiques de process et de définition et de gouvernance de la donnée. Alors, ce qu'on souhaitait vous montrer également, en fait, c'était cette partie add-on. Donc, par exemple, ici, j'ai fait un lien qui nous emmène sur notre intranet, côté Data Major, c'est une copie de l'intranet, pour l'exemple, et dans lequel on va pouvoir visualiser typiquement l'information de façon différente. Donc, par exemple, ici, j'ai l'organisation qu'on avait, je vous remonte simplement ici sur la partie organisation, voilà, une présidence, direction de groupe, Amérique, etc., Europe. Donc là, j'ai vraiment une vision CMRFI à plat. Et là, l'objectif, c'est de montrer sous forme graphique, organisationnelle. Et ça, c'est souvent, moi, c'est plein de fois, on m'a dit, moi, j'ai envie de consulter mon information comme ça. Parce qu'en fait, pourquoi simplement j'ai envie de la mettre dans mon intranet, en fait. Et mon intranet, comme je veux qu'il soit toujours à jour, typiquement, il va pouvoir se plugger sur ces marchés et je vais pouvoir comme ça m'amuser à visualiser l'information comme ça. D'accord. Donc ça, c'est une petite chose, mais mine de rien, c'est des sujets qu'on a souvent. Puis quand je suis à ce niveau-là, là, après, c'est pareil. Finalement, je vais pouvoir aller voir, par exemple, la fiche de Lucas, là, être capable de voir finalement quelles sont les informations sur Lucas. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, par exemple, comme je suis sur un intranet, je ne vais pas forcément afficher les mêmes informations. D'accord, tout ce qui est date, etc., ça n'a peut-être pas de sens. Ici, j'avais plein d'onglets tout à l'heure que j'ai plus. Donc voilà, on va être capable finalement d'affiner l'information en fonction des besoins sur les différents points. Et simplement pour finir, alors là, c'est un peu plus à la marge, mais aussi on laisse la possibilité de venir modifier de l'information directement depuis ici. Donc là, on est quand même un peu plus à la marge, je le répète, mais dire par exemple, tiens, la direction Allemagne, je la rattache maintenant directement à ma présidence. D'accord. Donc là, pour l'exemple, on n'a pas fait la petite pop-up qui permet de rentrer dans un workflow et de s'assurer qu'on a le droit, parce que sinon, on est capable de faire une réorg en 20 secondes. Mais sinon, si je reviens ici et que j'actualise, j'ai bien en fait une relation qui maintenant, ma direction Allemagne est bien directement rattachée à ma présidence et n'est plus dans l'Europe. D'accord. Donc là, on laisse, si on veut, un petit peu de souplesse à l'utilisateur pour interagir. Là, il faut bien focuser à un périmètre d'utilisateur. Mais voilà, on va être capable de visualiser ça. Et après, ce type d'add-on, on va pouvoir le mettre sur, voilà, par exemple, ici, on a fait le même exercice sur la partie manager, RIAL, avec les utilisateurs qui sont rattachés aux personnes, etc. Bref, on va être capable de mettre ça un petit peu partout. Et ça, voilà, aujourd'hui, on nous a souvent demandé ça. C'est vrai que dans ces marchés, évidemment, on peut faire toutes ces modifications, c'est pas le sujet. Mais voilà, cette représentation, cette façon de manipuler l'info, aujourd'hui, c'est aussi un axe aussi sur lequel on propose d'avancer. D'accord.
Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini pour la partie démo. Donc, Julien, je sais pas s'il y a des, je vais revenir sur les slides, je sais pas s'il y a des questions en fait qui ont été levées pendant tout ça. Donc, je te laisse un peu nous guider maintenant, s'il te plaît. Merci pour cette présentation. C'est vraiment très intéressant ce module organigramme que vous avez fait, qui interagit en direct en fait avec le référentiel, sans même passer par l'interface Semarchi. C'est vrai que le fait d'avoir toutes les données qui soient lues en live et modifiables en live comme ça depuis un outil externe, c'est vraiment assez sympa. Et en effet, ça répond à des besoins qu'on a assez fréquemment. Alors, dans les questions qui ont été posées, une première question, c'est, alors on va parler un petit peu sur la mise en place de ce type de projet. La première question, c'est comment se répartit la charge du projet en fait entre la partie fonctionnelle et la partie technique sur ce type de projet RH et très orienté process finalement. Je vais prendre le point là-dessus. Je dirais globalement un projet de mise en œuvre de référentiel, hein, RH, mais pas que, hein, j'ai envie de dire. C'est un projet de master data, c'est un projet métier, hein. Donc je dirais basiquement qu'en gros, pour moi, c'est 70% de métier et le reste, c'est 30% de technique. Sachant que voilà, sur les sujets techniques, on aura rarement des problèmes parce que globalement, techniquement, on est capable de répondre quasiment à tout. En revanche, sur la partie fonctionnelle, des fois, bah, là, on voit que ça peut être chronophage. Il va falloir faire en sorte que les gens convergent vers les mêmes décisions. Voilà, donc c'est en termes de répartition, voilà, c'est souvent un petit peu la vision qu'on a, 70-30. Ouais, ça correspond globalement à ce qu'on constate sur les projets de data gouvernance qui sont avant tout des projets fonctionnels avant d'avoir un volet technique d'implémentation. Je suis assez d'accord. Une autre question, alors celle-là, elle est un petit peu peau de banane. Combien de temps pour implémenter un référentiel RH? Merci pour la peau de banane, Julien. Effectivement, c'est une question épineuse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait imaginer des référentiels RH mis en place en un an, sans rien qui sort, avec beaucoup de complexité, et on arrive très vite à ce genre de situation. Normalement, un référentiel RH, on devrait pouvoir le mettre, du moins dans sa première brique, en 2-3 mois, plutôt 3 mois, en production, pour qu'on puisse avoir un premier embryon qu'on va venir ensuite enrichir, améliorer, et où on se pose des questions des étapes d'après, et vraiment centraliser sur la plus-value en fait de ce qu'on va faire. Encore une fois, si on imagine toutes les questions qu'on doit se poser, toutes les règles de gestion, etc. On va avoir du mal à réussir à sortir le produit en 3 mois. Par contre, si effectivement on se concentre sur un embryon et qu'ensuite on améliore la qualité de données et qu'on focalise sur les vrais problèmes de données qu'on identifie quand on a ça qui sont initialisés dans le référentiel collaborateur, en 3 mois, on a pu sortir la première brique. Ouais, beaucoup d'itérations et de lotissement, c'est important sur ces sujets. J'ai essayé d'organiser un petit peu les questions pour rester sur les thématiques. On va prendre d'abord un peu plus les thématiques métiers. Quels bénéfices avez-vous constaté chez vos clients suite à la mise en place de ce type de solution? Les bénéfices, c'est clairement ils sont plutôt intangibles. On va le dire comme ça. C'est pas des bénéfices financiers où on va pouvoir avoir les bénéfices immédiats. On sera plutôt sur effectivement des bénéfices intangibles du style mes process vont plus vite, j'ai moins de déperditions, on peut se concentrer sur d'autres choses plutôt que d'aller chercher de l'information, etc. Donc on est plutôt sur des processus opérationnels qui sont optimisés quand on a bien travaillé notre fameux parcours de collaborateur, qu'on l'a mis en place et que les métiers ont été associés aux décisions. Ce n'est pas un projet qui doit se faire depuis l'IT ou par l'IT. C'est vraiment important d'embarquer le métier et on répond aux attentes du métier aussi sur les problématiques qu'il rencontre et non pas uniquement sur un besoin IT ou quoi que ce soit. Ouais. Voilà. Moi, j'ajouterais juste un petit point quand même sur la partie qualité de données, hein, quand même, et j'en ai beaucoup parlé. Et voilà, moi, de tous les projets que j'ai faits, hein, qu'on parle de RH ou autre même, hein, cette qualité de données, c'est quand même un point important. Et pour le coup, ça, c'est des choses qu'on peut mesurer quand même, hein. Donc, c'est important de travailler ces axes-là. Généralement, on sait d'où on part en termes de qualité de données, à peu près en tout cas, et on peut voir où est-ce qu'on arrive. Et du coup, on analyse le delta, et voilà, en termes de bénéfices, bah, voilà, ça peut en être un également, hein, cet aspect-là. D'accord. Après, c'est vrai que même si ce sont des bénéfices plus opérationnels sur le temps de trouver la bonne information et tout, ça reste quand même des choses qui peuvent aussi se mesurer à l'arrivée en termes de temps humain et se valoriser en termes de retour sur investissement. Après, c'est vrai que sur les référentiels RH, c'est pas non plus forcément les référentiels sur lesquels on a le plus de mouvement
et sur lequel on va pouvoir vraiment amplifier un ROI sur le gain sur ce type de processus. Sur la partie métier, quel apport de la solution lorsque l'on a déjà mis en place un corps RH, donc un SI Core en fait sur la partie RH? Merci pour cette question. Donc, si on parle d'un SI Core RH, on est sur de la donnée collaborateur d'un point de vue et d'un angle RH. L'idée ici, effectivement, de venir fédérer d'autres typologies d'informations et de pouvoir derrière avoir cette vision à 360 degrés du collaborateur, pas uniquement d'un point de vue RH, mais aussi d'un point de vue diffusion de la donnée et complétude de la donnée. Donc, effectivement, la question se pose. Après, tout va dépendre, et encore une fois, de ce qu'il faut améliorer dans l'entreprise et de ce qu'il y a en place. Mais clairement, sur un corps RH, on va être concentré sur la qualité de la donnée et en même temps la diffusion de cette donnée et la collecte de données avec d'autres systèmes. Toujours des questions sur la partie outillage. Une première question, c'est est-ce qu'on a la possibilité de saisir des données directement dans le MDM pour venir enrichir, corriger? Comment est-ce que c'est sécurisé en termes de droits, de privilèges? Alors ça, oui, bien sûr. Là, dans ces marchés, effectivement, on va pouvoir venir créer de l'information directement. On va pouvoir venir l'éditer. Donc là, dans ces cas-là, potentiellement, quand on crée de l'information, c'est ce qu'on appelle souvent des référentiels de centralisation. Moi, par exemple, j'ai des clients chez qui le collaborateur est déjà créé dans la solution, en l'occurrence ces marchés, avant d'être diffusé vers le SIRH. D'accord? Donc oui, on a bien des process, des workflows en fait, qu'on va pouvoir définir. Donc au travers de ces workflows, on va pouvoir assurer la partie droit, qu'est-ce que toi tu as le droit de modifier, qu'est-ce que l'autre service a le droit de modifier, qu'est-ce que je vois pas. On a tout un workflow, tout un process qui nous permet vraiment de créer de l'information. Et pareil dans le cas édition, d'ailleurs tout à l'heure j'ai montré vite fait, je pouvais éditer un enregistrement quand je constate un défaut. Oui, bien sûr, on peut éditer de l'information à tout moment. Donc oui, ces marchés, on peut soit effectivement consolider de l'information, soit créer, centraliser de l'information, soit même souvent les deux en fait. Donc les systèmes, les référentiels plus ou moins hybrides. Mais la réponse est oui, cher Julien. Et je voudrais rajouter un point, si vous permettez, sur le fait de se dire, si je viens l'éditer ou faire une correction dans le SIRH, dans le référentiel collaborateur, et non pas dans le SIRH, si j'ai de nouveau cette donnée erronée qui vient me voir ou qui arrive jusqu'à mon référentiel collaborateur, comment je m'assure que cette donnée que j'ai corrigée n'est pas écrasée? Donc ça, ces marchés nous permettent d'avoir ce qu'on appelle des règles de survie qui nous permettent clairement de pouvoir éviter que ce qu'on a saisi soit écrasé et qu'on perde cette modification et cette correction de données. Ouais, tout à fait. Après, c'est aussi une question de gouvernance. Rien n'empêche que la correction de données qui a été faite côté ces marchés soit aussi remontée automatiquement vers le système émetteur pour pouvoir être prise en compte éventuellement. C'est vrai que tout ça, c'est vraiment une question de gouvernance. Et puis, dans les données saisies aussi, il faut aussi parler, je pense, du contexte des données. C'est-à-dire que tout ce qui est collaborateur interne, en effet, va souvent quand même être géré dans un vrai outil RH à côté et tout. Par contre, il y a tous les collaborateurs externes qui interviennent dans les entreprises qui sont pas forcément, eux, saisis dans les outils RH parce qu'il n'y a pas de paye associée ni rien. Et pourtant, ils doivent passer par une partie des processus qui concernent les collaborateurs, sur tout ce qui est habilitation, que ce soit habilitation d'accès au niveau des bâtiments, habilitation d'accès applicatif. L'exemple des licences aussi que vous aviez donné. Et ça, typiquement, la gestion des habilitations applicatives, c'est aussi un cas d'usage que nous, on rencontre chez certains clients qui gèrent en fait autour des gens qui ont le droit de se connecter au niveau du SI, des bases d'habilitation fines des fois au niveau des droits sur les différentes applications. Donc en effet, c'est des choses qui peuvent être gérées directement dans la solution. On va passer sur les questions un petit peu plus techniques maintenant. Donc il y avait des questions autour de l'add-on de visualisation de l'organigramme pour savoir comment est-ce qu'il était intégré en fait dans l'intranet en termes de technologie. Alors en termes de technologie, ce qui est important, c'est une page HTML à aujourd'hui, par exemple, sur notre site internet. Ça peut être intégré dans un éditeur de site internet, du style un CSS en fait, ou alors ça communique avec des API directement avec ces marchés. Donc tout va dépendre de votre technologie d'intranet. Il y a plusieurs solutions pour pouvoir l'intégrer et le modifier. Il est basé aujourd'hui sur des scripts JavaScript, donc du 100% standard et simple
à être réintégrés dans d'autres sites Intranet. Ouais, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, on utilise vraiment les API qui sont mises à dispo par Semarchi en lecture et en écriture. Et tout ça, c'est effectivement natif. On peut même les ajuster si besoin. Mais voilà, en fait, effectivement, on reste très standard sur tout ça. Et c'est l'objectif aussi. C'est pas construire des usines à gaz que personne ne sera capable de maintenir. Ouais, tout à fait. Donc, juste pour aller un petit peu plus loin, donc les API utilisés dans le cadre de cet organigramme, en fait, ce sont des API REST. Et donc, tous les flux de données, eux, sont en JSON en dessous. Et c'est en effet ce flux JSON qui est après récupéré directement et retraité en JavaScript pour construire les restitutions qu'on a vues, mais qui ne sont pas que des restitutions, puisqu'on a vu que vous aviez également intégré les API de modification et que donc, quand on va faire du drag and drop finalement au sein de l'organigramme, on va être capable de venir impacter les données côté Semarchi. Alors évidemment, on ne va pas mettre ce type de choses entre toutes les mains, il faut que ce soit des gens habilités à modifier les organigrammes, mais c'est une bonne idée. Est-ce que vous avez des préconisations techniques au niveau de la modélisation pour construire des restitutions hiérarchiques de ce type-là? Notamment, est-ce qu'on est plutôt sur des modélisations avec des relations de type parent-enfant ou des hiérarchies structurées dans les différents cas que vous avez rencontrés chez vos clients? Et il est clair que les hiérarchies parents-enfants, c'est déjà une première brique et c'est souvent ce qu'on a rencontré. Après, les hiérarchies structurées, on pourrait en intégrer, mais il faudrait effectivement, là, ce serait vraiment du cas par cas. Aujourd'hui, on est plutôt positionné sur des hiérarchies parents-enfants. Ouais, moi franchement, pour avoir fait beaucoup de modèles, on est quand même souvent dans ces contextes-là. Et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui se modélise pardon, de façon extrêmement simple en fait dans ces marchés. Donc, du coup, et derrière automatiquement, même là, par exemple, toutes les hiérarchies qu'on a vues dans ces marchés, quand je dépliais la partie manager, etc. Voilà, tout ça, c'est juste des relations parents-enfants. Et voilà, et c'est 3 clics dans ces marchés pour paramétrer tout ça. On se rappelle, ces marchés, il n'y a pas de dev, c'est que du paramétrage. Donc voilà, et effectivement, ouais, on est plus basé sur cette typologie de relations. Allez, une dernière question avant de conclure, alors qui va être une question de gouvernance assez pointue. Lorsqu'on détecte des incohérences en fait entre les sources grâce à la partie master de ces marchés, grâce au dédoublonnage, qu'est-ce que vous faites comme recommandation pour aligner les sources? Est-ce que vous mettez plutôt en place des indicateurs côté ces marchés en fait qui indiquent les incohérences et une correction manuelle au niveau des sources, donc un report manuel finalement des corrections par les utilisateurs, ou alors est-ce que vous poussez plutôt à une remise à jour automatique de la donnée au niveau de la source avec un flux de retour qui repartent du golden? Et puis comment est-ce que vous gérez cette question-là en termes d'installation de la gouvernance vis-à-vis des équipes métiers qui sont à l'origine propriétaires des données côté application source? Ouais, merci Julien pour cette jolie petite question. Effectivement, la gouvernance, c'est un point super important sur ces référentiels, sur ces projets. Et même, c'est vraiment, pour moi, c'est même un sujet qui doit commencer avant le référentiel. Après, quand on détecte, enfin moi souvent, quand on détecte des problématiques de qualité de données, et surtout sur les données RH, généralement, on nous demande plutôt d'alerter en fait, en nous disant venez alerter le RH de tel service ou tel groupe, etc., pour que eux viennent faire la modification. D'accord. Sous-entendu, on veut pas trop que finalement il y ait des interfaces qui viennent de façon automatique, qui viennent remettre à jour de façon automatique nos data. En fait. Et quand même, et c'est moins vrai sur d'autres typologies de référentiels, mais en tout cas sur celui-ci, c'est souvent comme ça. Après, on parle aussi d'un volume de data qui est quand même moins important que quand on parle de clients ou de produits, par exemple. Donc, du coup, c'est un peu plus simple à gérer. Mais il y a quand même cette notion de critères de remplissage automatique qui est généralement qui est un peu mise de côté. Et on parle aussi de données relativement critiques, donc on ne va pas forcément demander à tout le monde de venir modifier la date d'embauche. Donc voilà, donc effectivement, on parlait beaucoup de gouvernance, d'organisation. C'est pour ça qu'en termes de gouvernance, je disais que ça se commence au démarrage du projet, mais vraiment, il va falloir définir des rôles, des responsabilités, qui fait quoi à quel moment. Par exemple, tout à l'heure, quand je disais, tiens, il manque la date d'embauche en fait sur l'exemple, la question c'est oui, qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc effectivement, et ça en fait, tout ça, ça doit être écrit en amont, en tout cas, ça doit être formalisé. On doit savoir exactement ce qu'on fait. Et là, encore une fois, avec ces marchés, ça sera facile, en fait, après, de donner les droits à des rôles et les privilèges qui vont bien pour qu'ils viennent ou pas faire les modifications. En fait. Mais je trouve globalement, en expérience, on est plutôt dans l'alerte, dans la remontée de problèmes plutôt que dans la correction sur ces typologies de référentiels. Ouais, puis vas-y, pardon. Moi, en termes de préconisation,
On a aussi clairement comme volonté de rendre le MDM le plus intégré, le plus transparent possible. Quand je veux dire intégré et transparent possible, c'est si j'ai un utilisateur du service RH qui a l'habitude d'aller utiliser un outil qui est son SIRH dans lequel il peut aller modifier cette information, j'ai pas envie de lui rajouter un deuxième outil dans lequel il va devoir se connecter pour aller corriger l'information. Donc notre préconisation, c'est d'être le moins intrusif possible dans les systèmes et dans la vie du collaborateur qui doit modifier cette donnée sans forcément changer ses process, ses endroits de saisie, etc. Mais pour pouvoir l'aider à faire son travail dans des conditions simples, entre guillemets, et sans changer son environnement de travail. Donc voilà plutôt la préconisation. Plus on est transparent, moins on se rend compte qu'on fait du référentiel et qu'on interfère avec un référentiel. Et je dirais, plus on a réussi notre intégration de référentiel RH, d'où le petit add-on qui nous permet d'aller modifier sur directement la donnée référentielle sans même se rendre compte qu'on est en train de modifier ou d'interagir avec le référentiel collaborateur. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et puis en plus, la réponse va aussi dépendre des applications qu'on va avoir en source, parce que c'est sûr que par exemple modifier la date d'arrivée d'un collaborateur dans certaines applications, ça peut avoir des impacts métiers forts. Par exemple, dans l'application de paye ou de gestion de congé, on va toucher à la notion d'ancienneté, ce qui va drainer derrière des droits supplémentaires peut-être au niveau du salarié, alors que finalement mettre une date d'arrivée à jour dans un annuel DAP, par exemple, n'aura pas forcément les mêmes conséquences. Donc la réponse va aussi dépendre en fait des applications et de la nature des données qui vont être modifiées, pour qu'on puisse en effet faire une diffusion qui soit la plus transparente possible, mais tout en respectant en effet certains process métiers sur lesquels l'humain doit continuer à intervenir sur certains sujets. On a fait le tour globalement des questions et puis on a légèrement débordé par rapport au timing prévu. Donc je vous propose de clôturer ici. Je vous remercie beaucoup Renaud et Cyril de cet événement ce matin parce que c'était très intéressant. On a vu des choses vraiment sympas. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous retrouverai bientôt sûrement pour un nouveau webinaire. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.